J'ai peur, je sais pas ce que je vais dire. Ouais, c'est pas grave. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Akata sur la rubrique L'Instant Shoujo pour cette fois-ci une vidéo Instant Rencontre, cette fois-ci avec Rosalys. Yeah, salut, c'est Rosalys. Et donc Rosalys, si vous la connaissez pas, c'est une autrice, illustratrice et youtubeuse. Et avant ça, il y a une vidéo interview de Bruno sur ma chaîne Rosalys. Allez la voir juste après avoir vu cette vidéo. Donc vas-y, je te laisse te présenter. Je suis auteure-illustratrice, influencée par les mangas, le Japon. J'adore passer ma vie justement à moitié au Japon et moitié en France. Du coup, je transmets ça à travers mes livres, notamment mon tout dernier roman, ma série Le Voyage de Hana. Et je partage ça aussi beaucoup avec mes abonnés YouTube, tous les réseaux sociaux et tout. J'adore faire un peu le pont entre les cultures. Comme on est là pour parler shoujo manga, je voudrais dans un premier temps que tu parles un peu de ta découverte du manga et puis spécifiquement quel a été ton premier contact avec, on va dire, l'univers shoujo manga. D'abord, j'ai été surtout sensibilisée aux animés. Les premières chansons que j'ai pu chanter, c'était générique d'Albator, Goldorak, et j'adorais les trucs comme Candy Candy, La Rousse de Versailles, qu'on appelait Lady Oscar à l'époque. Et puis tout ce qui est Mahou Shoujo, les Magical Girls, Crémi Mamie, Amy Magique, Vanessa, la magie des rêves, enfin voilà, tous les trucs magiques comme ça où justement quand t'es petite et tu dis qu'est-ce que je vais faire quand je vais être plus grande, et ben avec l'aide de la magie tu vas pouvoir faire plein de choses et puis voilà, ça me faisait complètement rêver. Et c'est parce que ça véhiculait des valeurs, parce que... Ouais, carrément, en fait, à chaque fois, il y avait une notion d'amitié ou d'entraide, de sacrifice, le don de soi, et je trouvais que c'était à la fois héroïque et vraiment super beau. C'était assez unique, tu regardes d'autres dessins animés ou d'autres séries, et t'avais pas ce truc qui te prend aux tripes, quoi. Et moi, j'ai toujours adoré ça, mais tout le temps. Et ça a toujours été mon truc. À l'époque, on pouvait m'orailler d'ailleurs. Il y avait les premières montres Sailor Moon, ça c'est une montre officielle d'adulte, hein. Mais à l'époque, il y avait une montre un peu ridicule, Bandai, qui est sortie. Mais je l'ai mis à l'école parce que je voulais montrer que j'étais fan. Comment t'as découvert le dessin animé Sailor Moon? C'était le Club Dorothée sur TF1. Et puis, bah, il y a eu une époque où c'était l'explosion des jeux vidéo. Moi j'étais super fan de la Super Famicom, Super Nintendo, et en même temps il y avait Ranma 1/2 Sailor Moon qui sortait à la fois en jeu vidéo et en dessin animé à la télé. Tu te dis mais c'est un truc quoi, c'était genre le début du mass media. Et du coup je me suis intéressée à fond dedans et ça m'a jamais quitté après. C'est vraiment super fun. Et voilà, est-ce que tu peux parler de Sailor Moon parce que pour toi ça a été une œuvre particulièrement importante à bien des égards? Ouais, carrément. C'est ce qui a accompagné l'apocalypse de mon adolescence. Parce que, en fait, à la fin des tomes de Sailor Moon et édition Glénat à l'époque, il y avait un fan club Sailor Moon. Et du coup, ben moi, j'étais animatrice officielle en tant que Sailor Saturn et ça m'a permis de m'ouvrir à énormément de gens. Bien sûr, aux lecteurs qui m'envoyaient des courriers en tant qu'animatrice, mais aussi me faire des amis dans le milieu du manga, des gens qui finalement ont fini par faire des choses de leur passion. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est ce fan club Sailor Moon? Parce que bah, les gens aujourd'hui ne savent pas ou ne savent plus que ça existait. C'était une initiative assez originale et inédite et ça fait effectivement plein de liens d'amitié, bah, comme nous. En fait, à l'époque, il n'y avait pas vraiment Internet, hein. Donc c'est une époque que peut-être certains ne pourront pas comprendre, mais du coup, on dialoguait par courrier. Et donc, on écrivait des belles lettres, et puis on les expédiait, il fallait attendre 2-3 jours avant que ça arrive et tout. Et le principe, c'est que j'incarnais une Sailor, et des fans m'écrivaient comme si j'étais une Sailor. Genre, t'écris au Père Noël, et puis ça lui parvient, sauf que tu as une réponse. Et puis après, tu noues des liens d'amitié, et puis tu alimentes la fanbase comme ça, quoi. Et ouais, c'était vraiment bien, parce que il y a un moment donné où Naoko Takeuchi est venue en France et genre il y avait très peu de personnes qui le savaient, dont les membres du fan club Sailor Moon. Et donc on est arrivé là-bas et moi je me souviens que tu pouvais poser une question à Naoko Takeuchi elle-même et moi j'étais la première à lever la main, je fais il y a un fan club Sailor Moon en France, est-ce que vous êtes au courant? Bon bah j'ai une réponse un peu bateau parce que moi c'est une question binaire, donc elle a répondu non. Mais du coup toute la salle était morte de rire et voilà, c'était le premier lien avec elle. Ouais, c'était trop fort. Une des meilleures périodes de ma vie. En tant qu'adolescente, qu'est-ce qui t'a plu dans Sailor Moon? Quand j'étais ado, déjà j'avais très peu d'amis, ma passion elle était très marginale, enfin aimer les mangas c'était pas quelque chose de très commun.
Et puis j'arrivais pas trop à m'exprimer vraiment. Ça peut vous paraître bizarre parce que maintenant en tant que youtubeuse je m'exprime, mais vraiment j'étais hyper timide, hyper réservée. Et dans Sailor Moon, t'avais le fait que, par exemple, Hotaru-chan, Sailor Saturn, c'était un personnage qui souffrait dans son corps et dans son cœur. Elle avait une maladie qui en fait, ben voilà, dans l'histoire magique il y avait quelque chose. Ça me parlait quoi, le fait de vouloir aller vers les autres et de faire quelque chose pour le monde aussi. Et d'avoir un peu une magie, une force intérieure qui a un réel impact. Après, t'apprends en grandissant que tu peux vraiment faire des choses. Toute cette magie qu'il y a dans les mangas, ça m'a toujours permis de rêver et de me dire moi aussi j'aimerais faire quelque chose. Sailor Moon, ça m'a vraiment épanouie comme jamais. Est-ce que tu peux parler pour l'anecdote de quand t'as postulé au club Sailor Moon pour être Sailor Saturn, parce que c'est marrant. C'est un coup de folie, je dirais. C'est comme ton coup de poker quand t'as postulé à Kata. Je me suis dit, Sailor Saturn, c'est trop moi, c'est trop mon histoire, ça peut être que moi. Du coup, j'ai écrit une lettre de motivation, mais vraiment comme si je postulais pour un boulot. Voilà, moi j'ai ça en commun avec elle, je peux faire ça et tout. Puis je pense que j'avais une bonne écriture, j'avais une bonne plume déjà à l'époque. Puis je voulais vraiment le faire, quoi. Donc ça se transmet. Et puis j'ai été sélectionnée direct. J'ai reçu un coup de fil comme ça en disant voilà, je suis des éditions Glénat, vous êtes sélectionnée et tout. Donc après Sailor Moon, t'as continué à découvrir des shoujo mangas. Je commençais à acheter des mangas papier, donc c'était plus que les dessins animés à la télé, c'était des mangas papier. Il y avait bien sûr tous les Clamp, et puis il y a eu la révolution Tonkam avec Fushigi Yugi. Ça aussi, ça a beaucoup marqué. Parce qu'en plus, là aussi, t'avais une communauté derrière, où à la fin du manga, t'envoyais des dessins et tout, j'envoyais souvent des courriers. Puis c'est marrant, du coup tu participes à un truc, tu communiques avec d'autres fans partout dans la France. Et ouais, ça a une résonance. Comme je disais, les mangas, pour moi, c'était une passion marginale. Là, en fait, ça devenait une passion nationale. Et c'est important, Fushigi Yugi, en France, parce que ça a été le premier manga qui a été revendiqué avec un label shoujo, avec un petit logo, un petit trèfle. Et c'était le premier titre revendiqué shoujo. Et ça a ouvert la voie, en fait, à l'utilisation du terme par plein d'autres éditeurs. Donc c'était assez important, et après il y a eu Please Save My Earth, Angel Sanctuary, des œuvres qui étaient très importantes au Japon. C'est vrai, mais moi j'avais pas conscience aussi que je lisais des shoujo ou que je regardais des shoujo quand j'étais petite, parce que c'était un peu tout mélangé. Hein. Mais du coup, à partir du moment où j'ai identifié que j'aimais les shoujo mangas, mais j'y suis allée à fond quoi. Et Cardcaptor Sakura, c'est pareil, ça a marqué une grosse période. Gals, c'est ce qui m'a rendu ma féminité, parce que moi j'étais une fille hyper banale entre guillemets, c'est zéro amie, zéro look, et Gals c'est ce qui m'a ouvert au style des Kogal et puis aussi aux choses mignonnes, kawaii, et à accepter finalement les choses que j'aime vraiment, puis à être moi-même quoi. Ça c'est la force des mangas, ça te transforme. Ouais, et puis bon, en plus ça veut dire qu'en tant aussi que femme, tu t'es retrouvée dans les propos de shoujo manga particulièrement. Carrément, ouais, parce que finalement j'atteignais un certain âge, là j'étais déjà adulte. Et j'ai pas arrêté en me disant c'est segmenté et puis je vais m'arrêter, je vais lire autre chose. Cela dit, après j'ai eu toute une période où j'ai plutôt lu des mangas comme Complément affectif, qui à l'époque était un peu catégorisé josei. Regardez notre vidéo où on parle de josei, et josei pour mettre des choses sur le terme et la mauvaise utilisation des termes. Mais moi, ça m'a vraiment marqué parce que c'était une époque où j'avais un métier, développeuse informatique, ingénieure informatique, et c'était pas ce que je voulais faire parce que moi, il y a toujours cette notion de vouloir apporter quelque chose au monde, avoir une magie personnelle pour changer le monde. Et je trouvais qu'en informatique, je rendais service à des gens, je rendais service à des utilisateurs, mais j'avais pas un impact direct. Et le fait de vouloir vraiment suivre ma passion, puis aussi m'assumer en tant que femme indépendante, ça m'a beaucoup accompagnée, quoi. Ce style de manga, c'était un gros réconfort qui m'a amené du coup à m'épanouir dans ce que je voulais vraiment faire, c'est-à-dire auteur-illustratrice. Et du coup, en tant qu'illustratrice, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une influence du shoujo manga sur ton travail? Complètement. Déjà, mon style, il est vraiment revendiqué influence manga, et dans tout ce que j'essaie de transmettre, en fait, c'est tout ce qui m'a nourri depuis l'enfance, depuis que j'aime les shoujo manga, depuis que j'ai compris ce que c'était et à quel point les valeurs qui sont représentées, c'est exactement celles qui m'ont aidée dans la vie. J'ai envie de pouvoir aider d'autres gens à s'épanouir, à trouver leur voie, à trouver le sens de leur vie, et c'est
par l'intermédiaire un petit peu des codes de shoujo que je mène ma barque, voilà. À la base, le shoujo manga, c'est plutôt des mangas, donc des histoires, des bandes dessinées. T'as plus envie aujourd'hui de dessiner des histoires comme ça? Bah, j'ai commencé par la BD, hein. Quand j'ai fait ma première œuvre professionnelle, j'ai été repérée par un éditeur qui voulait de la BD, enfin du manga. Et c'était un manga qui adaptait un MMORPG qui s'appelle Fly for Fun. Donc j'ai fait ça. Et puis j'ai commencé à vouloir faire autre chose aussi, parce que je trouvais qu'en France, t'avais moyen en fait de t'exprimer par d'autres biais, par exemple rencontrer des gens quand tu fais des expositions, faire des tableaux de peinture, faire aussi de l'illustration pure, puis s'exprimer aussi par des livres jeunesse. Finalement tu peux un peu disséminer l'influence manga partout. Quand tu rencontres un public jeunesse par exemple, c'est pas du tout le public de base otaku, et je trouvais ça super intéressant. Et au moment où je me suis dit, je n'ai pas qu'un pinceau, j'ai aussi une plume, je pensais pas rencontrer autant de gens qui seraient sensibles à la culture japonaise, la mixité aussi. Je mets beaucoup en valeur le fait d'être un pont entre les cultures. Pendant une certaine époque, t'as arrêté de lire des shoujo mangas. Oui. Et ces derniers temps, tu as fait une redécouverte aussi du shoujo manga. Est-ce que tu peux parler un peu de pourquoi tu avais arrêté, pourquoi tu as redécouvert, qu'est-ce que tu as redécouvert dedans? Ben en fait, moi je marche vraiment par période, et en fait c'est vraiment tout ce qui m'accompagne dans la vie. Donc vraiment, les shoujo ça a accompagné toute mon enfance et mon début de vie d'adulte. Ensuite, il y a eu les josei, entre guillemets. Pour ma transformation de métier, le fait de découvrir le sens de sa vie et tout. Puis à un moment donné, je me suis dit, j'en ai un peu marre, je crois, il n'y a plus rien qui peut m'accompagner, mais aussi c'est parce que sur le marché, j'ai l'impression qu'il n'y avait que des shoujo gnangnan, jusqu'à ce que je redécouvre d'autres titres. Je redécouvre avec La Maison du Soleil ou Banal à tout prix, Nagamu Nanaji, j'adore. Si ça se trouve, je suis passée à côté de plein de titres. Et effectivement, je suis passée à côté de plein de titres, et j'ai rattrapé à fond la caisse en me disant mais mince, c'est super bien. Et en particulier la collection Feel Good de Akata, j'ai trouvé ça super frais quoi. Et là, bah, je t'en ai parlé tout de suite et je t'ai dit mais c'est trop bien Bruno. Aujourd'hui, tu es aussi une tante, Ouais. et tu as des nièces, Yes. et du coup, bah, je crois que tu leur offres des shoujo manga. Comment tu fais attention à la sélection? Qu'est-ce que comment tu choisis tout ça? Est-ce que tu peux un peu parler de ça aussi? Et de la relation qui peut s'installer entre vous via les mangas et via les shoujo mangas? Je vais toujours chercher à faire en sorte que ça lui porte quelque chose de bien et une bonne vision des relations humaines. Je cherche toujours des titres qui transmettent pas que de l'entertainment, qui transmettent quelque chose, genre des valeurs d'amitié ou alors le dépassement de soi. Et c'est pour ça que le catalogue Akata, il est vraiment parfait. C'est pas que Akata, hein, vraiment. Bah bien sûr, Ouais. mais ça c'est vraiment sincère. Hein. C'est que quand je prends un shoujo Akata, souvent je tape juste. Et même des titres que j'imaginerais pas, genre Good Morning Little Briar Rose, elle l'a même prêté à ses copines en disant bah elle aime pas les shoujo manga, mais il y a une petite touche un petit peu de fantaisie. Et du coup, ça l'amène à aimer le shoujo manga. Et je me dis, mais ouais, mais c'est génial, quoi. Parce que non seulement moi, je transmets des livres à ma nièce, mais en plus, elle aussi, elle les transmet à d'autres. Et puis voilà, tu fais vivre les livres. Pour finir, est-ce que tu peux partager un de tes derniers coups de cœur shoujo, n'importe quel éditeur, un truc qui t'a vraiment plu ces derniers temps, quoi. Alors, quelque chose, c'est surtout qui m'a intriguée, c'est un romantic love story. Parce que je me suis dit, attends, du coup je lis un shoujo ou je lis pas un shoujo? Est-ce que c'est une romance ou c'est pas une romance? Il y a un petit peu quelque chose qui bouge dans les genres du manga. C'est pareil par exemple, Otaku, qui est Otaku Nikoi ou Amuzukashi. C'est pareil en fait, comme c'est un manga web, ça bouscule les codes. Et je trouve ça hyper intéressant de se dire, on participe à un moment de l'histoire du manga où ça bouge. Et donc c'est marrant parce que ces deux mangas-là, A Romantic Love Story et Otaku, les deux étaient d'abord prépubliés sur des sites web. Et donc c'est vrai que les catégorisations shonen, shoujo, elles viennent beaucoup des magazines de prépublication. Et à un moment, bah, l'éditorial il change. Et A Romantic Love Story, c'était Ura Sunday, qui était plutôt un magazine shonen. C'était Pixiv de mémoire. Il y a des choix d'éditeurs au Japon et en France. En l'occurrence, chez Gakukan, quand ils ont publié A Romantic Love Story en papier, ils l'ont mis dans leur label Flower Comics, qui est leur label shoujo manga. Et sur leur site Ura Sunday, et après les autres qu'ils ont dérivés, ils ont créé une section pour filles. Et Otaku, alors il n'est pas classé au Japon shoujo, mais il a été dans les classements manga féminin. Et donc il commence à jouer sur les mots. Ah ouais, j'aurais même pas vu ça comme féminin. Non, je mais pensais que c'était pour tout le monde. Ouais, mais c'est pour tout le monde, mais tu sais, c'est dans les classements annuels où ils font des choses pour dire les meilleurs mangas masculins, les meilleurs mangas féminins. Et donc il a été très remarqué dans tous les classements féminins.
Oh. Et donc, c'est pas tout à fait du shoujo si on est strict sur la terminologie. Hmm. Mais voilà, du coup, ça bouge beaucoup via Internet et via les nouveaux supports de publication. Et effectivement, c'est marrant que tu cites ces deux-là, parce que c'est des trucs très modernes dans les formats de publication et dans le propos. Ouais. Puis en plus, du coup, j'aime bien parce que le style graphique aussi, il change. Tu sens que, par exemple, sur Otaku Otaku, t'as la finesse du trait numérique. C'est pas pareil qu'à l'époque où tu faisais tout à la plume, à la trame, que tu découpais au cutter et tout. Enfin voilà, tu vois que c'est en train de bouger et je trouve ça super passionnant. Merci d'avoir répondu à mes Merci questions. pour cette interview, c'était rigolo. Et puis du coup, allez voir la vidéo aussi sur la chaîne de Rosalie, où c'est l'inverse, c'est elle qui me pose des questions sur mon parcours. Yes, hyper passionnant. Et puis abonnez-vous aux deux chaînes, et puis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, l'instant shoujo. L'instant shoujo. Yes. Est-ce qu'on dit bye bye ou comment tu dis? Non, moi c'est tout. Oui, ah, c'est tout? Ah, d'accord. Et du coup, il faut... et du coup, vous pouvez, avant ou en parallèle ou après la vidéo interview de Rosalie, aller voir sur sa chaîne YouTube aussi l'inverse, c'est-à-dire l'instant rencontre, où c'est Rosalie qui m'interviewe. Non, tu voulais faire, je sais pas faire. Non, tu dis juste, et avant ça, et après je dis, il y a une vidéo interview de Bruno. Ok. Bye bye.